travaille sur le médicament depuis 25 ans. Et je voudrais dire qu'en fait, dans tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je dirais que M. Bazillac, il a parfaitement raison. Nous lui avons donné les clés. Quand je dis nous lui avons donné les clés, c'est que nous avons mis pour la détermination du prix en avant la médico-économie. Et c'est sur ça qu'il se base. Tous les prix des médicaments actuellement sont basés sur des études médico-économiques et pas autre chose. Et donc, quand il dit qu'il faut légitimer tous les acteurs pour définir le prix, effectivement, en fait, quand il prend pour le sofosbuvir, en fait, compte quels sont les éléments qui ont été pris en considération? C'est qu'on allait fermer la moitié des lits d'hôpitaux, des pathologies, puisqu'on allait guérir de l'hépatite. Mais en pratique, c'est pas ce qu'il est possible de se passer. Donc, effectivement, à partir du moment où on met en exergue le modèle médico-économique, on arrive à ces prix-là. Donc, c'est nous qui avons fabriqué les prix tels qu'ils sont aujourd'hui. Ensuite, quand on parle de démocratie sanitaire, effectivement, c'est très bien la démocratie sanitaire, mais encore faut-il qu'on ait des gens qui soient compétents pour pouvoir discuter. Si on a mis en avant la démocratie sanitaire avec le rapport de Madame, je ne sais plus comment, là, et en pratique, qu'est-ce qu'on a fait pour former la population à cette démocratie sanitaire? Rien. Donc en fait, il n'y a pas de démocratie sanitaire. Regardez les agences. Regardez je ne sais plus quelle agence, où qui a été retenu comme représentant des patients, un prof d'économie et un médecin. C'est ça qu'on appelle la démocratie sanitaire? Eh ben non. Donc en fin de compte, on leur a donné les clés. Donc en pratique, le système aujourd'hui, c'est bien gentil, je veux dire, il faut pas, je dirais, s'arrêter à l'arbre, il faut aller regarder la forêt derrière. Si on ne veut pas aller regarder la forêt derrière, on a tout faux. Et on sera complètement piégé continuellement. Notre problématique, elle est de s'intéresser à la forêt derrière. Et qu'est-ce qu'on fait pour, justement, revenir sur des bases saines? Si on reste à ce discours, M. Bazillac, il a parfaitement raison. Tout ce qu'il dit est parfaitement juste. La construction du prix, elle est parfaitement justifiée. Et quand vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait aller à l'Europe, mais c'est ce que les industriels souhaitent. Ils attendent que ça. Ils veulent justement supprimer tout ce qui peut se faire dans les pays. Et en particulier en France, ils veulent absolument supprimer la commission de transparence, par exemple, parce que justement, la commission de transparence, c'est une évaluation médicale pure. Il n'y a pas d'évaluation médico-économique. Et donc ça, ils n'en veulent plus. Donc c'est pour ça qu'ils veulent aller à l'Europe. Et quand on commence à dire qu'on veut aller à l'Europe, eh ben, ils sont à fond pour... Et ils ne vont pas aller contre nous là-dessus. Donc il faut bien voir qu'en fin de compte, nous leur donnons, et tant que nous leur donnons les clés pour aller dans leur sens, eh ben, ils sont tranquilles. François Pesty, je suis pharmacien, expert conseil indépendant pour une prise en charge médicamenteuse sécurisée, mieux sécurisée, plus pertinente et plus efficiente. Je suis membre du Forum Indep et du groupe Princesse. Alors, j'ai une chance inouïe parce qu'on a eu hier, dans l'édition du New England Journal of Medicine, une déferlante, je parle vraiment d'une déferlante, l'innovation de rupture. Et on a 6 études qui ont été publiées hier, études cliniques, comme je disais, avec les plus grands, la crème de ce que l'on nous annonce, c'est-à-dire le Keytruda, le Opdivo, qui sont en négociation de prix, ils n'ont pas encore de prix. Jean-Yves Naud a écrit sur son blog qu'on pourrait les payer plus de 100 000 €, ces deux-là. Il y a le Yervoy, il y a le Sutent, et je vais rapidement, mais je crois que c'est vraiment le cœur du sujet. C'est vraiment le cœur du sujet, parce que c'est très concret. Vous faire une petite analyse vraiment de ces innovations, ce qu'elles apportent réellement. Alors, on a une nouvelle entité qui n'est pas encore en France, qui a été étudiée aux USA, Canada et en Hongrie, seul pays en Europe, et donc ça s'appelle le Niraparib. Bon, je vous passe, c'est un inhibiteur du polyadépéribose polymérase, en gamme, et il recherche une indication en traitement d'entretien chez des patients qui ont été sensibles au traitement par chimiothérapie à base de sel de platine dans un cancer de l'ovaire récurrent. Bon.
L'étude est faite versus placebo. Le critère principal de jugement, c'est la survie prolongée, la survie sans progression de la tumeur. Alors, on a, selon les cas, si les patients expriment ou pas la mutation des RCA, on a 15 mois, 9 mois, 5 mois. Mais bon, c'est versus placebo, donc ça veut dire que là, c'est pas les traitements proposés. Alors, c'est un MeToo, il faut bien parler de MeToo, il y a MeToo aussi dans ces innovations, d'un médicament qui est commercialisé en France par AstraZeneca depuis mars 2015 dans le cancer de l'ovaire, qui est l'Olaparib. Le nom là, c'est Liparsat. Bon. La HAS lui a donné une ASMR 4, c'est-à-dire progrès mineur, n'est-ce pas? La population cible est de 250 patients par an. Ce médicament était en ATU, évidemment, depuis juillet 2014. Ce médicament, il y avait 14%, pardon, c'est celui dont je vous parlais, qui est fabriqué par une biotech qui s'appelle Tessaro, que je ne connaissais pas. Il y a 14% d'arrêt de traitement pour événements indésirables versus 2% dans le groupe placebo. Bon. Alors, deuxième médicament, c'est le ribociclib. En première ligne, dans le cancer du sein avancé ou métastasé, hormonosensible et négatif sur R2. Là, donc c'est une étude versus placebo aussi. C'est parce qu'on a fait ribociclib plus létrozole, donc un inhibiteur de l'aromatase, ça parlera beaucoup à Daniel Barbotin qui est dans la salle, qui a écrit un bouquin là-dessus, versus placebo plus létrozole. C'est le Femara. Alors, nous avons comme résultat, alors le critère principal de jugement, bien sûr, encore un critère intermédiaire de jugement, c'est la survie sans progression de la tumeur. À 18 mois, on a 63% versus 42%. On n'a aucune donnée sur la survie globale. Nous avons neutropénie 59% versus 1%. Arrêt de traitement 7,5 versus 2,1%. Ce médicament est en procédure accélérée d'inscription aux États-Unis, Breakthrough Therapy. C'est Novartis qui le commercialise, en association donc au létrozole. Voilà. Et il a déjà un cancer avancé. Alors, je vous ai dit tout ça, c'est bon. Voilà, donc il est en cours sur la base de ce type de travail. Troisième molécule, alors là c'est le Keytruda, on nous l'annonce à plus de 100 000 €. Et donc il a un concurrent qui est l'Optivo, j'en parlerai après parce qu'il y a une étude de l'Optivo. Et donc on a, il s'agit là, parce que le Keytruda a déjà une autorisation dans le mélanome malin non résécable. La SMR est de niveau 4. 4. Et donc, là, il s'agit d'aller non pas sur une cible de 9 000 patients, mais sur une cible de 40 000 patients. Ce sont les cancers bronchiques non petites cellules. Et donc, c'est un inhibiteur de ce qu'on peut appeler la mort programmée. C'est un inhibiteur PD1, mort programmée. Il empêche la mort programmée, c'est formidable. Et donc, nous avons une étude versus chimiothérapie à base de sel de platine. Je ne sais pas si c'est le meilleur traitement aujourd'hui. Et on a survie sans progression de la tumeur, 10,3 versus 6 mois. On gagne 4 mois. Formidable. Formidable. Ça vaut 100 000 €. Hein, ça va 4 mois. Gagner 4 mois, ça vaut 100 000 €. L'estimation de la survie globale. Nous en sommes qu'à des estimations, ils n'ont pas mesuré. 80% des patients versus 72%. C'est-à-dire qu'on a 8%, c'est-à-dire qu'il faut traiter 11 à 12 patients pour éviter un décès. 11 à 12 patients pour éviter un décès. C'est vraiment miraculeux et on empêche vraiment la mort programmée. C'est évident. Alors, j'avance. C'est pour vous montrer parce que vraiment c'est très important. Et le cœur du problème, c'est la valeur des médicaments. Et voilà. Et donc, on nous fait prendre des décisions pour des long termes, n'est-ce pas? Yervoy
Yervoy a eu une AMN et une commercialisation à partir d'octobre 2011 dans le mélanome malin non résécable. ASMR 5. ASMR 5. Il y avait 2 fois plus d'événements indésirables que dans le groupe placebo, 41% d'événements indésirables d'origine immunologique. Bon, et bien là, on nous le propose, et c'est formidable, en traitement adjuvant d'une résection de mélanome. Alors vous savez qu'il y a un surdiagnostic massif de mélanome, donc ça veut dire que la cible, on va balayer tous les petites verrues qui ont été retirées, on va les mettre sous Yervoy. Pareil, c'est un médicament qui coûte très cher. Alors l'étude est faite versus placebo. Versus placebo, on a... Est-ce que c'était ce qui était demandé par les autorités de santé? Est-ce que c'était ce qui était demandé? Oui ou non? Parce que c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher, parce qu'il y a quand même de fond, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher au labo de faire quelque chose qui ne va pas si ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. Je réponds tout de suite à votre réaction. Aux États-Unis, les procédures d'enregistrement accéléré sont faites le plus souvent sur la base, dans 85% des cas 86% des cas pour les médicaments anticancéreux, sont faits sur la base de critères intermédiaires. Au moment de l'enregistrement, il est demandé des études post-AMN, au labo. Les labos, soit ne font jamais l'étude, soit la font, ont des résultats négatifs. En l'état, 3, 4, 5 ans après, ça a été mesuré, il y a une publication dans le Journal International of Medicine là-dessus, et bien, 3, 4, 5 ans après, on n'a que 15% en gros des médicaments enregistrés qui ont confirmé un bénéfice sur la mortalité, toute cause globale, et ce bénéfice, il est généralement en moyenne de 2 mois. C'est ça la réalité. Alors, je termine avec les deux autres exemples. L'épilumab. C'est important parce que, voilà. Alors, on a une survie sans progression de la tumeur de 41% versus 30% dans le groupe placebo. 9% de gain absolu. Vous voyez, il faut traiter 11 personnes pour éviter une progression sur la période considérée. C'est à 5 ans. Après 5 ans, on a une survie sans métastase, 48% versus 38%. Et on a une survie globale, 65 versus 54. C'est-à-dire qu'on a 11% de gain. Bon. J'ai presque terminé. J'arrive à l'Opdivo. Alors l'Opdivo fait partie des nouveaux anticancéreux à plus de 100 000 €. Il est déjà accepté, donc c'est un médicament de BMS, il est accepté, commercialisé depuis septembre 2015, vous voyez, c'est tout récent. ASMR 3 dans le cancer de petites cellules, avancé ou métastasé, en deuxième ligne. Survie médiane, 9,2 versus 6 mois, c'est-à-dire qu'on ne gagne même pas 3 mois de survie. Et la HS, dans son avis, pour l'Opdivo, dans l'indication aujourd'hui autorisée, mentionne vraisemblablement surestimé car l'analyse était intermédiaire. Oui. Alors là, ils viennent sur un deuxième cancer, qui n'est pas le cancer du poumon en petites cellules, mais certains cancers de la tête et du cou. Et donc on a, pour des patients qui sont en échec d'une chimiothérapie basée sur des sels de platine, on a donc ce nivolumab, qui est l'Opdivo, versus soit au choix de l'oncologue, méthotrexate, soit docetaxel, soit cetuximab. Bon, très bien. Survie globale, 7,5 mois versus 5,1 mois, c'est-à-dire qu'on gagne 2,4 mois, n'est-ce pas? Progression, curieusement, la survie sans progression de la tumeur est inférieure avec le médicament, 2 mois versus 2,3. Ce qui me permet de dire que, et c'est constaté, il n'y a pas de corrélation entre ces critères intermédiaires, la survie sans la progression de la tumeur, et la survie globale. Ça, c'est rare qu'il y ait des corrélations. Et en revanche, les événements indésirables graves, de la 3 et 4, 13,1 versus 35%. Alors effectivement, on sait que les cellules actives, ce n'était pas forcément très bien toléré. Dernier médicament, alors c'est un médicament qui est autorisé par Pfizer depuis
pour Pfizer depuis 2008, hein, c'est le Sudent. Et il s'agit là encore d'une nouvelle indication. Vous avez vu que sur les 6 médicaments, il y a une seule nouvelle entité et il y a 5 nouvelles indications de médicaments récents mais déjà autorisés. Mais ça veut dire juste une chose au travers de ce que vous montrez là, c'est qu'en Je fait... termine pour le dernier exemple. Non, mais il faut voir quel est l'intérêt. Mais quel est l'intérêt de tout ça? C'est-à-dire que l'intérêt de tout ça, c'est de montrer, ça a au moins un intérêt, c'est de montrer qu'en pratique, toute la profession médicale est complètement, je dirais, inopérante par rapport à l'innovation. Puisqu'en pratique, vous avez dit au début qu'en pratique c'était publié dans New England, qu'en pratique c'était les grandes équipes, et donc ça veut dire qu'en pratique, qu'est-ce qu'il y a en fait comme contre-pouvoir par rapport à tout ça? C'est-à-dire que c'est uniquement ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en pratique, il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc tant qu'il n'y aura pas de contre-pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire? Le contre-pouvoir, ça serait très simple, hein. Et c'est pas moi qui le dis, c'est déjà été écrit plusieurs fois par des chercheurs indépendants. Le contre-pouvoir, ça serait de radier, de retirer l'autorisation mise sur le marché aussi vite qu'on a autorisé ces médicaments si dans un délai de 3-4 ans, ils ne confirment pas. Mais la Sécu met 15 ans pour retirer une merde parce qu'en pratique, il y a des médecins qui soutiennent les associations de patients pour éviter que le produit soit retiré du marché. Donc comment voulez-vous qu'on fonctionne si vous ne rentrez pas cette dimension-là? Il faut mettre des règles. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles, c'est-à-dire qu'on autorise très rapidement les médicaments, mais on ne les retire jamais du marché quand ils ne confirment pas. Regardez l'Avastin. L'Avastin, notre ministre a fait un petit toilettage au mois d'août. Elle a retiré l'AMM de la liste en sus, hein, donc le remboursement à 100% gratis dans le cancer du rein et dans le cancer du sein. Ça faisait pratiquement 10 ans qu'aux États-Unis, ils ont retiré l'AMM de l'Avastin dans le cancer du sein, parce que rapport bénéfice-risque devenu négatif. Voilà. François, je voudrais juste poser une question à M. Broman, parce que votre débat est parmi les 2-3 grands débats, l'un des débats vraiment essentiels. On est sur des... Mon nom est Christophe Gessler et je suis fondateur de l'école Havas, Amélioration de la valeur ajoutée en santé, voilà, qui est une association de 1901. Nous sommes sur des sujets qui peuvent avoir une dimension extrêmement technique, même au-delà de ce qui vient d'être présenté par François Pesty, et qui peuvent aller jusqu'à des dimensions extrêmement sociales, et vous faites un peu la liaison entre les deux. Et la question pour M. Broman que j'aurais est très simple. Effectivement, notre procédure de sélection des prix et des médicaments ne correspond pas à l'enjeu global de société. Comment est-ce que vous voyez des perspectives d'innovation et de transformation? Est-ce que, alors c'est une fausse question, mais est-ce qu'il faut passer par la technique ou est-ce qu'il faut passer par le politique ou peut-être autre chose? Je pense qu'il faut en effet passer par le politique. Enfin, d'abord, je ne prétends pas du tout, j'ai plus de questions que de réponses dans ce domaine, et je ne prétends pas du tout avoir la possibilité de dégager de grandes perspectives. Mais s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que tout en devant être fabriqué, il y a une considération technique vraiment qui entre en ligne de compte. Le phénomène auquel nous assistons est relativement nouveau. Ce n'est pas la technique qui est nouvelle, c'est l'environnement social, politique, économique dans lequel cette technique en place, qui est nouveau. Il me semble par exemple que les questions dont nous discutons là sont aussi à constituer dans le contexte de dérégulation financière générale, de prise de pouvoir dans les entreprises par les managers, les traders, en gros, qui sont elles-mêmes consécutives aux grandes, j'ai fait allusion dans la présentation, aux grands processus de fusion-acquisition qui ont eu lieu à partir des années 90. Et enfin, là, je me réfère aussi à un travail de Philippe Pignard dans ce secret de l'industrie pharmaceutique, où il montrait que la grande évolution des labos au cours des années 90, puisque ce sont, c'est pour ça que je dis que c'est politique, ce sont des cadres juridiques qui ont évolué. En gros, c'est l'ouverture mondialisée des marchés financiers qui est la toile de fond de cette évolution. Or, Pignard montre, c'est cela qu'il appelle le grand secret de l'industrie pharmaceutique,
que l'innovation est inversement proportionnelle aux capacités de fusion, à la taille des industries concernées. Donc bon, il ne s'agit pas de redécouper les grandes industries en petites unités qui seraient courantes, quoique on peut s'interroger au moins là-dessus, mais je ne sais pas comment on pourrait retirer à Pfizer, dans le numéro mondial, toutes les entreprises qu'il a acquises comme ça. En tout cas, moi je n'ai absolument pas la compétence pour cela, mais ce que je vois, c'est que c'est l'environnement financier, politique et sans doute également social, c'est qu'il y a eu demande croissante de médicaments pour répondre à une perception toujours plus grande de troubles toujours plus nombreux. Ça, c'est aussi le contexte social dans lequel ça prend place. C'est tout cet environnement qu'il faut revoir. C'est aussi également la médicalisation de la vie. Quelqu'un faisait allusion aux associations de patients, mais la plupart des associations de patients sont elles-mêmes financées par les labos et créent une demande surajoutée, apparemment issue de la société civile, issue des patients eux-mêmes, alors même qu'il s'agit largement d'une fabrication, d'une médicalisation d'un problème social dans un certain nombre de cas. Voilà, donc je pense que si la technique est vraiment importante, c'est d'avoir le cadre politique dans lequel elle prend place, qui doit être spécialement. Il y a une règle simple qui serait de ne pas accepter les études versus placebo quand il y a un comparateur qui a démontré une efficacité. Mais c'est l'AMM qui définit les règles. Bien sûr, mais c'est ça qui va pas. Mais l'AMM, c'est ça, l'AMM de toute façon, c'est faire mieux qu'un placebo, l'AMM. Vous le savez bien, puisque la NSL, l'autorisation de mise sur le marché, se fait uniquement sur le rapport bénéfice-risque, indépendamment de toute alternative médicamenteuse ou thérapeutique plus généralement, qui existe déjà. Après, l'évaluation comparative se fait par la Haute Autorité de Santé pour définir le prix, l'avis de la Commission de la Transparence. Mais l'enregistrement aux États-Unis, en Europe, en France, se fait sur le seul rapport bénéfice-risque. Le médicament apporte plus qu'il ne nuit. Bon, or, on sait très bien ce qui permet d'aboutir à un dossier d'AMM, ce sont des études sur des effectifs relativement peu nombreux, et on connaît très mal les effets indésirables graves, rares, et donc ils sont évalués après. Mais aujourd'hui, compte tenu de l'arsenal thérapeutique déjà existant, notamment de médicaments anciens qui fonctionnent très bien, il ne serait plus normal aujourd'hui d'accepter des industriels des études comparatives versus placebo, alors qu'il y a des médicaments ou des traitements. Je prends le cancer. Les soins palliatifs précoces dans le cancer du poumon non petites cellules amènent presque 3 mois de survie par rapport à la prise en charge habituelle. Bon. C'est-à-dire que dans les groupes de contrôle des études versus anticancéreux, eh bien, il serait aujourd'hui pertinent d'avoir un groupe soins palliatifs précoces de comparaison. Parce que la survie apportée par les soins palliatifs est au moins aussi importante, sinon plus, que les biothérapies. Je pense à l'Avastin. L'Avastin n'a même pas plus de 2 mois là où il a démontré. Merci. On va essayer de ne pas trop rentrer dans le technique. Alors la question par rapport à l'horaire qui se pose, c'est de savoir si on fait une pause, parce que Pierre Chirac doit parler à 10h45, il est 10h30 quelques, donc est-ce que vous souhaitez faire une pause ou est-ce qu'on prend un petit peu d'avance et on écoute Pierre Chirac tout de suite? Est-ce que je peux dire quelque chose? Non. Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais. Attends, je te donne le micro. Si. Attends, Moi, j'ai pas besoin de micro, ça va, je parle fort. On va c'est bien organiser. Et puis, c'est pour contrôler la parole, tu vois. Organiser la parole. Il y a un président de séance. Une distribution, vas-y. Je veux dire par là, s'il y a autant d'innovation, c'est parce qu'il y a beaucoup de brevets. Et que en France, en règle générale, le rôle et la portée de la protection de la propriété intellectuelle ont atteint un niveau sans précédent dans l'économie mondiale depuis ces 25 dernières années. Et il est nécessaire, je pense, de remettre en cause le brevet, sa légitimité éthique, voire son efficacité économique, et de reconsidérer ce qui est brevetable ou au contraire exclu du champ de la brevetabilité. Voilà, les termes, les durées de protection, les limites à l'exercice des prérogatives par les titulaires, mais plus largement les finalités et les fonctions du brevet.
Voilà, chaque pays élabore son propre régime de brevet. Voilà, et laisse aux États une marge de liberté pour modifier leur réglementation et apporter des adaptations spécifiques aux dispositions multilatérales. Donc, et pour atténuer l'impact de l'article 33 du Code de propriété intellectuelle, qui impose une protection par brevet pendant 20 ans, à compter de la date du dépôt de la demande, il leur est ainsi possible de jouer sur le curseur de ce qui est ou non brevetable, dans la mesure où les inventions et les découvertes qui sont dans le champ ou hors du champ du brevet ne sont pas définies. Mais alors, s'il vous plaît, excusez-moi, vous êtes en train de dire qu'en pratique, il faudrait remettre en question les brevets tels qu'ils existent aujourd'hui parce qu'on n'est pas capable, en aval, Oui, de gérer ce qui se passe. exactement. Donc ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de faire un aveu d'incompétence d'aval, et donc à ce moment-là, comme on a une incompétence en aval, il faut trapper avant. C'est classique. Non, enfin, il y a sans doute C'est connu. votre capacité à mettre au français comme ça, mais je trouve que cette intervention que vous venez d'entendre est extrêmement importante parce que moi je ressentais déjà une chose, l'extension du domaine du brevetage est absolument vertigineuse, le brevetage du vivant, la dépossession de toutes sortes de sociétés, de gens, de ce qu'ils ont toujours utilisé pour leur vie est actuellement en cours. Et par ailleurs, à l'autre bout de la chaîne, le brevetage généralisé, Jean-Paul Salomon y faisait allusion dans son intervention de minutes, est aussi une façon de mettre sous secret les processus d'innovation, de recherche, et bloque de cette manière la recherche. Donc aussi bien sur le plan socio-économique, l'extension des brevets est extrêmement préoccupante, dépossède par exemple les agriculteurs à peu près toutes leurs prérogatives, et c'est extrêmement rare. Et à l'autre bout du spectre, si on peut dire, dépossède les chercheurs de ce qui fait l'essentiel de leur capacité de recherche, à savoir la capacité d'échange avec leurs confrères dans d'autres laboratoires, ces échanges étant opérés par la nécessité de garder le secret pour entretenir le brevet. Donc on a effectivement, au-delà des compétences en aval, comme vous disiez, là, enfin, je me retrouve dans certaines choses que vous dites, mais pas dans celle-ci, ça n'est pas simplement la compétence, c'est aussi un processus, comment dire, sécrété par le politique sous la pression des organismes commerciaux, enfin des entreprises commerciales, pour bloquer à peu près tout, y compris d'ailleurs leur propre production interne. On sait bien que les capitalistes vendent la corde qui servira à les pendre, mais à nous pendre en même temps. C'est là le problème, qu'ils se pendent tout seuls, ça ne nous dérange pas, qu'ils nous pendent avec, ça, c'est notre problème le plus sérieux. Juste un mot pour dire que jusqu'en 1969, il n'y avait pas de brevet en France sur les médicaments. Et que si on regarde une liste de médicaments essentiels aujourd'hui, une grande partie de cette liste est faite de médicaments qui ont été inventés avant que l'on soit en mesure de protéger le monopole par le brevet. Donc, dire que le brevet, c'est le moyen de favoriser l'expansion de la capacité pharmaceutique avec des produits efficaces, est quelque chose qui ne répond pas à la réalité, et l'histoire est là pour le montrer. Oui, si on regarde les cours d'innovation, plus on a de brevets, moins on a d'innovation. Enfin, l'innovation, toutes les grandes classes de médicaments ont été, depuis les corticoïdes, les sulfamides, les antibiotiques, les anticoagulants, ont été inventés hors brevet. Mais c'est quoi l'innovation? Est-ce que vous pouvez me donner la définition du mot innovation? On n'utilise plus ce mot et on se porte mieux.